Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de LegalOps. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. Je vous invite à vous abonner au podcast et à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Ah, et pour soutenir mes créations, c'est facile. Un petit clic sur ma page Coffee France en description et vous pourrez m'offrir un café. La cagnotte servira à l'achat de matériel plus performant pour créer des contenus toujours gratuits. Je reçois aujourd'hui Jérôme Ruissac et Fabienne Marie Martineau du cabinet Day One. Day One est un cabinet de conseil en stratégie et management dédié aux professionnels du droit et de la compliance. Ils accompagnent avocats et directions juridiques dans leur stratégie d'organisation, de transformation et de digitalisation. Ils fournissent donc des prestations de LegalOps et vous allez le voir, ils ont plein de choses à dire. Très bonne écoute. Bonjour à tous les deux et merci de participer au podcast Tout droit tout simple pour cette mini-série qui est consacrée au Legal Operation. Alors pour commencer, je vais tout d'abord vous demander de vous présenter et de présenter votre cabinet. Bonjour, je vais laisser Fabienne se présenter, honneur aux femmes. Merci beaucoup. Donc Fabienne Marie Martineau, je suis manager chez Day One que j'ai rejoint il y a bientôt 5 ans, après une formation juridique donc et après 20 ans où j'ai travaillé à la direction juridique d'Engie en concurrence contrat et puis sur la fin avec une casquette Legal Operations. Bonjour, Jérôme Roussac, donc je suis associé du cabinet Day One depuis la création du cabinet en 2002-2003, entre décembre 2002 et janvier 2003. J'étais auparavant chez Arthur Andersen et donc on a lancé cette grande aventure Day One avec Olivier Chaduto ensemble il y a maintenant 20 ans. On va fêter nos 20 ans de vie de couple professionnel. Day One, c'est un cabinet de conseil en management et en organisation qui est dédié au métier du juridique et de la conformité. Donc on travaille à 80% avec les directions juridiques, directions conformité de grandes entreprises, et puis on va dire 20% à peu près cabinets de services professionnels et notamment principalement les cabinets d'avocats d'affaires. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces cabinets? En fait, on les aide dans leur organisation, dans leur transformation. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler, mais effectivement, notamment la digitalisation et puis la mise en place de nouveaux modèles d'organisation et notamment avec les LegalOps. Alors, Day One, effectivement, c'est un cabinet aujourd'hui qui compte pas mal on est à peu près 11, 11, c'est ça, 11 personnes. Donc, on est deux associés qu'Olivier, on a des managers, on a des analystes. Donc, on travaille avec nos clients, direction juridique, direction conformité ou cabinet, avec toute l'équipe. Donc aujourd'hui, c'est pour la petite histoire, à peu près 180 directions juridiques conformité qui ont été accompagnées depuis 20 ans, et puis quasiment l'équivalent en cabinet d'avocat d'affaires. La spécificité de Day One, c'est elle est autour, ou en tout cas les valeurs, elles sont autour de 4 piliers qui sont pour nous incontournables. C'est d'abord la fidélité à nos clients et la fidélité à notre équipe. C'est bien évidemment l'excellence avec nos clients, essayer d'aller chercher la solution, la réponse, l'organisation, l'outil qui va vraiment permettre de toucher l'excellence pour nos clients. Troisième pilier qui est pour nous très lié aussi au deuxième, c'est le pragmatisme. Parce qu'on veut surtout aussi que notre travail, que nos recos, que ce soit suivi d'effets. Et puis on va dire le quatrième pilier ou la quatrième valeur vraiment clé pour nous, c'est la passion. La passion pour notre métier, la passion pour les équipes, la passion pour le digital et le droit. C'est vraiment se faire plaisir au travail. C'est aller le matin et ça peut toujours faire se aller le matin au bureau avec plaisir,
pour essayer toujours de passer du bon temps avec les clients, avec les équipes, et puis d'apporter de la valeur. Vous avez évoqué les missions que vous faites pour vos clients, votre ADN et vos valeurs. Quelle est votre plus forte valeur ajoutée, justement? Nous, notre principale valeur ajoutée, en fait, elle tient au fait qu'on est archi spécialisé. Donc nous, en fait, on est un cabinet qui est spécialisé sur les métiers du juridique et de la conformité. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout le temps qu'on passe, les études qu'on fait, les benchmarks qu'on fait, tout ce qu'on va, en fait, tout le temps qu'on va passer, il va être passé sur ces métiers-là. Donc on est extrêmement spécialisé et c'est ce que viennent chercher nos clients. Quand une direction juridique vient nous voir, elle vient nous voir parce qu'on a 180 directions juridiques derrière nous qu'on a accompagnées. Donc, on a ce recul et ce benchmark qui est extrêmement précieux. Et je pense pouvoir le dire de manière tout à fait humble et objective. On est les seuls à avoir travaillé avec autant de directions juridiques en France et à l'international. Donc, on a vraiment on va dire ce panel de data, d'expertise, de benchmark qui vont nous aider en fait à recommander les meilleurs outils ou la meilleure organisation. Vraiment, c'est le cœur de notre valeur ajoutée, c'est cette spécialisation. On a en fait des méthodologies ultra spécifiques, ultra adaptées à ces métiers. On a vraiment cette ultra expertise qui fait la différence entre un consultant entre guillemets classique qui connaît une entreprise ou les entreprises dans leur fonctionnement global, mais qui n'a pas cette connaissance intime de ce qu'est une direction juridique ou une direction de conformité ou de ce qu'est un cabinet d'avocats d'affaires dans toutes ses spécificités. On a investi ce sujet du digital très très tôt chez Day One, à la fois sur nos benchmarks, à la fois sur les outils qu'on a mis en place. On a une base de plus de 700 legal tech qu'on alimente en permanence. Et lorsque vous accompagnez les directions juridiques donc dans leur transformation en général, comment vous procédez pour les accompagner en tant que client? Alors, le premier objectif, vraiment, c'est de bien comprendre leurs besoins. En fait, ils arrivent souvent avec un besoin qui n'est peut-être pas celui qu'ils ont effectivement exprimé, qui est le plus prégnant. Donc, on va essayer de bien les accompagner pour comprendre leurs besoins. Alors, ça va se faire avec de la documentation qu'ils vont nous transmettre sur tout ce qui existe, une revue documentaire et des process, des interviews. Alors, beaucoup d'interviews, on en fait énormément. Des interviews qui sont bien sûr celles des juristes, mais aussi de tout l'écosystème autour des juristes, c'est de toutes leurs parties prenantes, leurs key stakeholders qu'on va aller interviewer pour savoir ce qu'ils attendent de la direction juridique, comment ils les voient, ce qui marche moins bien, ce qu'ils voudraient comme service, etc. On va faire beaucoup d'ateliers aussi, des réunions, des ateliers où on fait beaucoup d'itérations avec eux. C'est parfois un peu de la maïeutique, c'est essayer de bien cerner leurs besoins, pas seulement celui qu'ils ont en tête, celui qui effectivement est le caillou dans leurs chaussures, peut-être ce qui les bloque dans leur activité au quotidien. On a des éléments de benchmark, comme le disait Jérôme tout à l'heure. On fait souvent beaucoup de démos, des démos un peu en mode découverte qui vont simplement permettre d'ouvrir un peu les chakras, de donner le champ des possibles, parce qu'on le disait, les legal tech, elles évoluent très très vite, les solutions évoluent très vite, il faut qu'on les revoie parfois plusieurs fois dans l'année parce que la technologie a complètement changé. Donc c'est vraiment beaucoup du dialogue et de l'interaction avec les juristes. D'accord. Et quel frein ou quelle difficulté vous rencontrez le plus souvent? Alors, le frein, il est très très fréquemment autour du temps.
C'est-à-dire que pour pouvoir réfléchir, il faut s'asseoir. Il y a une espèce de devoir de s'asseoir, hein. On est tous le nez dans le guidon avec ses contrats, avec son process corporate, ses approbations de compte, etc. Le temps file, mais il faut pouvoir s'asseoir pour réfléchir sur comment on travaille, comment on pourrait travailler de manière différente, plus efficacement, etc. Donc, la première chose, c'est se libérer le temps qui va pouvoir nous permettre de réfléchir. Ensuite, bien sûr, le deuxième élément, ça va être l'éventuelle résistance au changement, hein, les habitudes, parce que on fait les choses comme ça depuis parfois très longtemps. Alors, on a l'impression que ça fonctionne, hein, c'est peut-être pas optimal, mais bon, ça fonctionne, carrément. Donc, du coup, c'est pas toujours facile de se dire, voilà, on va faire les choses différemment, on se remet en question, voilà. Donc, ce sont les principaux freins qu'on va rencontrer dans les directions juridiques. Est-ce que vous avez remarqué une typologie de population plus réticente qu'une autre? Alors là, je vais être obligée de répondre en me mettant un peu un coup sur le pied, quoi. C'est les juristes, on n'est pas des gens qui adorons le changement, hein, globalement. Donc, mais bon, ça soigne, hein, on s'en sort très bien. Donc voilà, mais de manière générale, personne n'aime le changement, les juristes en particulier peut-être, mais bon, je crois que là, on a eu un gros atout avec nous, et ça a au moins servi à ça, c'est la crise sanitaire qui fait que on a dû tous travailler à distance et travailler différemment. On a dû tous plus collaborer, on a dû tous utiliser plus d'outils, on a dû tous mettre de l'eau dans notre vin parce que jusque-là, il y avait des directions juridiques qui disaient « Ah mais non, c'est pas possible, la signature électronique, vous n'y pensez même pas, nous, avec les contrats qu'on a dans tous les pays, c'est pas possible. » Finalement, on s'y est tous mis, on a tous regardé, on a mesuré les risques, et puis on a avancé. Donc, ça a été un bon accélérateur, je pense, pour la digitalisation, pour la manière de travailler autrement. Et puis, il faut essayer de s'embrayer dans cette dynamique pour pas perdre le momentum et passer la vitesse supérieure. Alors, on le sait tous, hein, il faut avoir toujours le soutien du top management pour que les projets aboutissent. Est-ce que j'imagine que quand un client vient vous voir, il a le soutien du top management ou c'est même le top management qui vient vous voir? Comment ça se passe? Ou c'est possible. Alors, on a les deux hypothèses, effectivement. On a, dans certains cas, c'est le directeur juridique ou le directeur conformité qui vient nous voir. Par exemple, il prend sa fonction ou il a déjà un projet bien identifié. Des fois, c'est le directeur général. Et puis aussi, on a des directeurs juridiques qui viennent nous voir en disant, voilà, j'aurais besoin d'un business case pour que vous m'aidiez à aller chercher, à aller convaincre ma DG qu'il faut que je fasse ça, qu'il faut que je mette un outil de CLM, de Contract Lifecycle Management en place, par exemple. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de missions que vous avez réalisées un peu plus spécifiquement ou... Tout à fait. Alors, la mission, on va dire, par laquelle on commence presque toujours, c'est un audit de la direction juridique, un diagnostic 360 qui va permettre d'identifier des leviers d'amélioration de l'efficience organisationnelle de la direction juridique. Donc, globalement, les directions juridiques, comme maintenant toutes les fonctions dans l'entreprise, vont devoir faire plus avec moins ou, si dans le meilleur des cas, plus avec la même chose, on va dire. Et donc, on va essayer de trouver des pistes d'optimisation pour travailler différemment. On travaille beaucoup chez Day One autour de la valeur ajoutée du juriste, qui consiste à toujours, pour le juriste, à toujours se demander s'il est la personne la plus appropriée pour réaliser une tâche. Alors, pas une activité, hein, mais une activité, quand on la découpe, quand on la saucissonne en tâches, par exemple un contrat, c'est une succession de tâches, hein. Quand on saucissonne, quand on découpe vraiment un contrat, on peut arriver jusqu'à une soixantaine de tâches. Pour chacune de ces tâches, se dire, est-ce qu'il faut un juriste de telle expérience, un juriste avec telle expertise pour réaliser cette tâche? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais faire différemment, qu'on pourrait pousser vers quelqu'un d'un peu moins qualifié, avec une valeur ajoutée un peu moindre, qu'on pourrait faire par un outil, c'est de la digitalisation, qu'on pourrait confier à un avocat, qu'on pourrait
pourrait ou un autre prestataire de services juridiques qu'on pourrait arrêter de faire, etc. Donc, bien évidemment, en travaillant sur l'amélioration de l'efficience, on va arriver sur la digitalisation assez rapidement. Et pour la digitalisation, on va beaucoup accompagner les clients ensuite pour de l'implémentation de recos qu'on peut faire. Alors des recos qui peuvent être la recherche d'un outil, l'implémentation d'un outil. C'est souvent une première mission d'audit de la DG, de diagnostic. Souvent, des fois, on accompagne ces recos derrière pour implémenter avec les équipes de la direction juridique qu'on connaît bien du coup la mise en place des recos. Pour la petite histoire, quand on liste nos recos, puis en fait chaque reco, on va les détailler, c'est-à-dire qu'on va les détailler comme des recettes de cuisine pour que la reco pour que la direction juridique en fait soit capable de mettre en œuvre cette reco de manière autonome. Donc chaque reco en fait on la structure autour de 4 points. C'est pourquoi cette reco, quels sont les bénéfices, comment il faut la dérouler, cette reco, et puis quelles sont les parties prenantes. Donc, parmi les missions que vous réalisez, en fait, il y en a beaucoup qui sont des missions de LegalOps. On parle de ça depuis tout à l'heure. Et en fait, vous avez énormément de missions de Legal Operation. Et à votre avis, pourquoi les organisations ont davantage besoin aujourd'hui de facilitateurs comme les LegalOps? Alors, vous avez, c'est une super bonne remarque en fait. En fait, on est un peu comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire que nous, on a fait du Legal Ops sans le savoir. Nous, historiquement, quand on a accompagné les directions juridiques dans leur organisation, dans leur transformation, en fait, on était des Legal Ops quelque part externalisés. Alors, pourquoi les organisations ont aujourd'hui davantage besoin de facilitateurs comme ça, comme les Legal Ops? En fait, on peut identifier, allez, on va dire trois raisons. Déjà, une intensification de l'activité des directions juridiques, alors qui est liée à la complexification de la réglementation ou à l'inflation de la réglementation. Donc, plus de travail pour les directions juridiques, toujours plus de travail. Deuxième raison, c'est une demande aussi de la part des organisations, et notamment des directions générales, pour davantage de structuration et d'efficience de la part de la direction juridique, et donc davantage de professionnalisation. Quelque part, la direction juridique aujourd'hui est une direction comme les autres, alors que peut-être par le passé, c'était une direction qui était un petit peu à part. Vous savez, le juridique, le droit, c'est un peu différent. On peut pas avoir de prévisibilité budgétaire parce que vous comprenez, ça va dépendre. On ne sait pas combien de temps peut durer ce contentieux, cette opération. Donc, on avait quelque part, on avait laissé un petit peu la direction juridique tranquille sur son organisation. Aujourd'hui, il y a vraiment une attente pour une structuration, une professionnalisation et une amélioration de l'efficience. Et puis une troisième raison, c'est aussi l'élargissement du périmètre des directions juridiques. On voit bien depuis quelques années que les juristes en fait doivent développer 4 types de compétences ou d'expertise. Ce que nous on appelle chez Day One les compétences LBBD, c'est-à-dire les compétences juridiques, legal, les compétences juridiques traditionnelles, mais aujourd'hui, on a des nouvelles compétences, des compétences adjacentes que sont le lobbying, que sont affaires publiques, que sont compliance, éthique, etc. Donc, en fait, on a un élargissement du périmètre des compétences du juridique. Deuxième corpus de compétences, c'est les compétences business, comprendre un petit peu le métier et les métiers de l'entreprise. Troisième corpus de compétences, c'est les compétences comportementales. Et aujourd'hui, on attend effectivement notamment des juristes qui soient aussi des chefs de projet. Donc, plus de compétences en gestion de projet, plus de compétences en management interculturel, plus de compétences en assertivité, etc. Et puis, quatrième champ de compétences qu'on attend, c'est les compétences autour du digital. Et donc, on n'attend pas que les juristes soient des codeurs ou des geeks, mais au moins qu'ils comprennent ce qui existe en termes d'outils ou en termes de techno pour identifier éventuellement là où le digital pourrait les aider. Et donc, on voit bien que ce périmètre de la fonction juridique
s'est vraiment élargi. Finalement, ces trois phénomènes-là, entre autres, font que il faut pouvoir gérer en fait toute cette activité, cette croissance, cette intensification de l'activité, cette attente du management. Et donc, c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a vu aussi l'émergence du Legal Ops aux US et puis après en France. Peut-être Fabienne, tu peux peut-être justement expliquer, détailler un petit peu le rôle des Legal Ops. La fonction Legal Ops, comme Jérôme l'a indiqué, est une fonction qui est apparue dans le monde anglo-saxon et qui est plus mature dans le monde anglo-saxon qu'en Europe pour l'instant. On a beaucoup travaillé au début en France avec ce que le consortium des Legal Operations propose, donc le CLOC, le Corporate Legal Operation Consortium, et qui a un peu listé les missions essentielles du Legal Ops. Ces missions essentielles, c'est donc grosso modo tout ce qui n'est pas juridique, ça se définit aussi par défaut. Donc ça va être tout ce qui est autour de la business intelligence, donc de la data et des KPIs pour pouvoir prendre des bonnes décisions grâce aux données, que la direction juridique puisse prendre ses décisions. Tout ce qui est autour du budget ensuite, avec l'optimisation des ressources, avec une gestion financière et un business, un mode opératoire efficace. Tout ce qui va être ensuite autour du management des fournisseurs, des cabinets d'avocats qui vont apporter de la valeur. Donc, tout ce qui est autour de la technologie qui va permettre d'innover, d'automatiser, de résoudre des problèmes avec les technologies, donc toute la digitalisation. Tout ce qui est sur le project management, c'est la possibilité de lancer, d'accompagner des programmes et des initiatives spécifiques en mode projet. Donc, avec des compétences qui sont dans plusieurs fonctions de l'entreprise, avec le business et avec d'autres fonctions qui sont au carrefour des expertises souvent, et la possibilité de leader ces projets. Quand la mise en place des programmes RGPD est tombée entre guillemets sur les directions juridiques, c'est souvent quelqu'un qui avait une casquette du type Legal Ops qui a pris ces projets. Tout ce qui va concerner le knowledge management, donc les connaissances, la formation dans l'entreprise, à la fois les connaissances, le partage des connaissances au sein de la direction juridique entre les juristes, quand vous avez des équipes juridiques qui sont sur plusieurs continents, dans de nombreux pays, ou même simplement aux quatre coins de la France, elles ont chacune des connaissances juridiques et des legal opinions, par exemple, qui viennent de cabinets d'avocats, de la documentation, de la veille, des articles. Il faut pouvoir les partager pour plus d'efficacité. Ça va être également du knowledge management pour vos clients internes qu'on va former petit à petit pour qu'ils puissent être plus autonomes, qu'ils puissent avoir plus de réflexes juridiques et qu'ils puissent éventuellement intervenir en mode self-service sur des contrats plus simples, sur des déclarations standards, etc. Le Legal Up a aussi en charge tout ce qui est relatif à la communauté juridique. En ce sens, il va avoir des actions pour construire des équipes efficaces, des équipes motivées. Tout ce qui concerne aussi le strategic planning, donc la vision, la mission et de la direction juridique, son business and legal planning, la manière dont elle va interagir avec ses clients internes pour s'aligner sur les objectifs de ses clients, sur les objectifs stratégiques, sur la stratégie de l'entreprise, et elle, derrière, pouvoir construire aussi sa feuille de route stratégique. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de domaines d'intervention. Il y a des Legal Ops qui interviennent aussi beaucoup dans le recrutement, c'est-à-dire en soutien aussi des RH, avec une casquette un peu RH pour le juridique, notamment pour aider dans le sourcing des profils. En tout cas, ils travaillent tous de manière très étroite avec le directeur juridique. Oui, c'est un peu la base, je dirais, de la réussite, c'est que le binôme fonctionne bien, quoi.
Oui, tout à fait. Il faut juridique. faut que le binôme fonctionne bien, et puis surtout, enfin, qu'il fonctionne bien et qu'ils aient aussi vraiment réfléchi ensemble aux objectifs stratégiques de la direction juridique, à la communication de la direction juridique. Il a en charge effectivement aussi, j'ai oublié, la communication en interne, à l'intérieur de l'entreprise, et puis à l'externe également. Alors, qui recrute les Legal Ops? Est-ce que la taille de l'entreprise qui détermine le besoin d'un Legal Ops, que ce soit en cabinet ou en entreprise, ou pas? L'appellation même de Legal Ops n'est pas forcément la même d'une entreprise à une autre, hein. Parfois, on va parler de legal operations, parfois de head of Coordinateur, legal, de ouais. coordinateur. On peut parler de la performance. Voilà, en fonction des groupes, on a vraiment des appellations différentes. Alors, j'ai envie de faire un petit parallèle avec les US, avec les États-Unis, parce que c'est intéressant de voir en fait ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Aux États-Unis, vous avez, comme l'a dit Fabienne, c'est une fonction qui s'est structurée et développée très tôt. Et donc, notamment l'association CLOC, le Corporate Legal Operations Consortium, sort tous les ans ce qu'ils appellent le CLOC State of the Industry Survey. Donc, c'est où ils font un état des lieux de l'industrie juridique et notamment de ce qui se passe avec les Legal Ops. Et là, sur l'étude 2021, on a regardé avec Fabienne, c'est intéressant, ils ont fait cette étude avec la ACC, hein, l'association des Corporate Counsel aux US. On a regardé en fait le ratio Legal Ops par nombre de juristes. Si on regarde les grandes entreprises, hein, ce qu'ils appellent les large companies, donc plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, on a un Legal Ops pour 18 juristes. Sur les compagnies medium, donc entre 1 milliard et 10 milliards de dollars, on est à un Legal Ops pour 20 juristes. Et puis sur les small companies, c'est-à-dire inférieurs à 1 milliard de dollars, on est à un Legal Ops pour 12 juristes. Donc ça, c'est intéressant déjà d'avoir ce ratio-là. Si on regarde simplement aujourd'hui en France, des équipes de cette taille-là, il y en a quasiment aucune, à part probablement l'équipe de Eric O'Donnell chez Total, chez Total Energy. Donc, et si on fait le petit calcul chez Total Energy avec les informations publiques, hein, on arriverait d'après nos calculs, à un Legal Ops pour 32 juristes. Donc, vous voyez déjà, on n'est pas sur les mêmes ratios, hein, entre la France et les US. En France, si on regarde le CAC 40, on a un tiers du CAC 40 aujourd'hui qui a une fonction Legal Ops ou apparentée. Donc un tiers, c'est quand même pas énorme, mais c'est une fonction, encore une fois, qui n'existait pas il y a encore très peu de temps et qui se développe. Donc bien évidemment, pour avoir des besoins de structuration, il faut quand même des directions juridiques d'une certaine taille. Donc, forcément, les CAC 40 sont en première ligne pour mettre en place ces fonctions Legal Ops. Mais quand on regarde ce qui se passe sur le marché, par exemple, nous, on a créé dès 2018 le cercle des Legal Ops. On réunit des Legal Ops en France, les Legal Ops en France, toutes les 5-6 semaines. Et donc, ça permet d'échanger sur qui fait quoi, les pratiques, etc., justement d'avoir du retour d'expérience. Et déjà, bien évidemment, le nombre de Legal Ops qui participent à ce cercle augmente, hein. Donc ça veut dire que la fonction commence à s'installer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la taille des entreprises. Et donc, on a parlé du CAC 40, mais aujourd'hui, on a des entreprises avec des directions juridiques de beaucoup plus petite taille qui ont des fonctions similaires à Legal Ops ou voire Legal Ops. Par exemple, Ubisoft, c'est 50 juristes. Et aujourd'hui, ils ont au moins un juriste qui travaille dessus sur une partie de son temps, et puis ils ont d'autres personnes qui viennent non juristes qui viennent l'aider. Chez BPI, pareil, ils ont une fonction Legal Ops. On peut avoir déjà, ce ne sont pas que des juristes, hein, attention, on a dans les banques notamment, on a des
des profils Legal Ops qui ne sont pas des juristes. Donc, on a des non-juristes aussi hein, qui peuvent être sur cette fonction-là. Après, on a aussi les DJ avec les gros effectifs, notamment dans la pharma, hein, que ce soit Ipsen ou Servier, on a cette fonction-là qui existe. Donc, on a le CAC 40 un tiers, les directions juridiques, donc on va dire le SBF 250 qui commence à s'équiper, mais souvent en tout cas la création de cette fonction en fait arrive aussi par la mise en place d'un projet spécifique. Ça peut être par exemple la transformation de la direction juridique, et là il y a un projet on décide de mettre en place un projet, et donc on va nommer un juriste pour prendre alors ce rôle de legal ops pour conduire le projet. Et c'est aussi comme ça que va s'enclencher la machine et que va s'enclencher en fait cette fonction. Et en fait, c'est un petit peu, c'est le championing, quoi. C'est que on commence par gérer un sujet, deux sujets, et puis en fait tout le monde voit que ça apporte de la valeur, et donc de plus en plus le legal ops ou la personne ou la fonction qui joue ce rôle-là va prendre de plus en plus de sujets en fait. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi cette évolution-là. Mais ça dépend aussi, bien évidemment, de la vision du DJ ou de la DJ par rapport à ce qu'il ou elle veut faire de son organisation. Donc on a vraiment, parfois c'est un poste dédié, parfois c'est un juriste qui a cette casquette en plus. Donc voilà, c'est très hétérogène aussi en termes de profil. J'avais un chiffre que j'avais lu qui était que 50% des projets de changement ne sont pas mis en œuvre. Alors, est-ce que déjà le bon chiffre est exact? Et si oui, pourquoi? Pourquoi il y a autant de projets qui ne se mettent pas en œuvre? Alors c'est le premier élément, c'est le temps, hein. C'est effectivement les projets de changement, ça va demander énormément de temps, énormément d'énergie. Avoir un legal ops externe, avoir un consultant externe qui vienne aider pour ce change management, ça peut être quelque chose d'utile. Il sera plus à même de faire bouger les choses. Un autre élément, on en a parlé tout à l'heure, c'est il faut pouvoir travailler en mode gestion de projet. Les directions juridiques, les juristes ne sont pas toujours formés pour travailler en mode gestion de projet. Et puis, le troisième élément, bien évidemment, ce sont les ressources humaines et puis financières également, parce que il y a ROI, hein, c'est-à-dire qu'on va économiser du temps, on va économiser de l'argent, on va travailler de manière plus efficace et de manière plus sécurisée. En revanche, au moment, à l'origine, ça suppose un investissement. Ce qu'on a constaté, nous, c'est que quand on fait notre audit, derrière, la direction juridique, elle a deux options. Soit elle décide de mettre en œuvre, soit elle décide de ne pas mettre en œuvre tout de suite. Si elle décide de mettre en œuvre, elle a une option interne, une option externe. En externe, très souvent, on nous demande à nous, puisqu'on connaît bien la direction juridique, comme on vient de faire un audit, donc on nous demande d'accompagner sur tout ou partie du projet. Mais la direction juridique pourrait aussi décider de faire appel à quelqu'un d'autre externe. Ou alors, elle choisit de le faire en interne. Et en interne, qui est-ce qui va pouvoir prendre ces projets-là? C'est soit effectivement la fonction Legal Ops, si elle existe, ou équivalent, soit un juriste qui va prendre en partie le projet de transformation ou de changement, soit on va passer par une direction interne, alors qui peut être, pour certaines entreprises, il y a des directions organisation, ça peut être une direction de la performance, ça peut être une direction des systèmes d'information, pourquoi pas. Donc, la direction juridique va avoir ces opportunités-là. Ce qui est sûr, c'est que en interne, il faut absolument avoir quelqu'un à qui on va donner du temps pour le projet. Et c'est là où, Delphine, vous aviez raison, quand vous parliez tout à l'heure de l'importance aussi du management et du soutien du management pour ces projets de transformation ou de changement. Si on n'a pas un management qui est convaincu et qui va être en support de la directrice juridique ou du directeur juridique, c'est extrêmement compliqué de mettre en place un changement. Parce que comme le disait Fabienne aussi, il y a aussi dans les directions juridiques, il peut y avoir aussi des réticences légitimes, légitimes au changement. Quand je dis que nous, on a la passion dans notre métier, on a aussi la passion de nos clients dans le sens où on les comprend. C'est-à-dire que moi, si ça fait 30 ans que je travaille de la même façon et qu'on vient m'expliquer du jour au lendemain,
à partir de demain, il faut que tu travailles différemment, tu vas voir, c'est mieux. Ça va être compliqué quand même que je l'accepte et c'est humain et c'est normal. Donc j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin d'être emmené dans ce projet de transformation. Donc il faut que quelqu'un m'emmène. Il faut Pardon. effectivement une vraie adhésion de tout le monde, quoi. Ouais, et il faut que quelqu'un me rassure aussi. Des juristes qui pensent encore que effectivement le digital peut être un risque et peut être une menace par rapport à leur activité. Parce qu'ils ne connaissent pas bien les solutions et qui ont peur que les outils les remplacent sur une très large partie de leur activité. Donc il y a de l'adhésion, il faut les réassurer et justement leur réexpliquer que leur valeur ajoutée, elle est sur certaines tâches et pas sur celles que la machine peut faire. Perspective voyez-vous pour cette nouvelle fonction, vous? Je pense que c'est une fonction clé, hein, c'est une fonction en devenir, on l'a vu, hein, qui est au tout début de sa maturité, qui n'est pas encore, qui est, on va dire, adolescente, mais qui a de belles perspectives avec la digitalisation, avec la structuration du métier, la professionnalisation des directions juridiques. Et je pense que c'est une fonction qui peut intéresser beaucoup de juristes, qui peut donner éventuellement de la motivation à des juristes qui sont peut-être un peu lassés par ne faire que du juridique, hein, justement, et parce qu'elle est très transverse, elle est très au carrefour des expertises, au carrefour de l'entreprise, et donc c'est quelque chose de très intéressant, je pense. Pour l'instant, c'est quand même des fonctions qui sont majoritairement dans des grosses sociétés en France, type CAC 40. Est-ce que vous pensez que ça va s'élargir à des sociétés, des grosses ETI alors ça va prendre du temps, mais est-ce que c'est quelque chose que vous voyez venir ou... Alors, je vais vous répondre, Delphine, par rapport à une expérience commune de vous et moi. On a participé ensemble au débat du Cercle Montesquieu. Et il y avait le matin des débats du Cercle Montesquieu, il y a eu un atelier, une session sur les Legal Ops. Tout à fait. La salle était bondée. Je pense que c'est l'atelier qui a eu le plus de monde. En sortant de cet atelier, je discutais avec des directeurs juridiques copains et qui me disent on rêverait d'avoir une fonction comme ça. On rêverait, et là, on était sur des directions juridiques de 15, 20, 25 personnes. Donc, on n'est pas sur des directions juridiques d'entreprises du CAC 40. Le besoin, il est là. L'envie, elle est là. Maintenant, la première condition, c'est donc l'envie et l'identification du besoin. Donc, ce besoin est identifié. Le deuxième, c'est les moyens. C'est les moyens dont on dispose pour développer cette fonction-là. Les moyens dont on dispose, c'est est-ce que le management est prêt à mettre en place ou à libérer un budget pour cette fonction-là? Est-ce qu'on est prêt au niveau de la direction juridique à avoir une personne ou plusieurs, hein, après en fonction de la taille, qui seront détachés, hein, de l'activité de juriste même, mais pour aller sur ces questions opérationnelles. Donc là, ça va être la question des ressources. La perception, et ce qu'on voit, nous, c'est que le niveau de maturité grandit dans les directions juridiques et dans les entreprises par rapport à l'évolution des directions juridiques. Et donc ces ressources, progressivement, on va les avoir. Et donc, derrière, si on a identifié le besoin, on en est convaincu, on a les ressources, le troisième enjeu, c'est qui on va prendre. On a soit des juristes qui ont envie de faire un peu évoluer leur activité, qui ont envie de basculer sur quelque chose de peut-être plus organisationnel et moins juridico-juridique. On va aussi avoir des jeunes. On peut aussi imaginer que cette fonction puisse intéresser demain des plus jeunes. L'un des facteurs clés de succès quand même de cette fonction, c'est quand même la compétence, c'est quand même la connaissance, pardon, qu'on a de l'entreprise et qu'on a aussi et ses réseaux internes. Donc probablement, on aura besoin que ces fonctions, que ces jeunes qui veulent aller sur cette fonction Legal Ops, en tout cas, quand ils rentrent,
ne seront probablement pas les head-off, mais qu'ils vont construire leur réseau pour ensuite peut-être devenir head-off Legal Ops. Mais en tout cas, il y a des vocations qui vont arriver, et moi je l'espère et j'en suis sûr, sur cette fonction-là. Et donc, on va avoir, à mon avis, dans les 5 années qui arrivent, clairement un développement de cette fonction LegalOps, pas par convenience, comme diraient les Américains, mais parce que il va y avoir un vrai ROI. Et le ROI, le retour sur investissement sur cette fonction-là, en fait, il va être de plus en plus démontré et avéré, quoi. Exactement. Et donc, le ROI, là, ça amène sur cette notion aussi qu'on voit de plus en plus dans les directions juridiques, ces notions d'indicateurs de performance, de KPIs. De plus en plus, les directions juridiques sont amenées à mettre en place des indicateurs de performance. Et donc, dans les indicateurs de performance qu'on pourra utiliser pour valoriser cette fonction, on aura probablement des indicateurs financiers parce que la fonction LegalOps va permettre de rationaliser les dépenses juridiques. Un indicateur de performance pourrait être sur le gain de temps. Combien de temps on mettait auparavant pour sortir un contrat ou pour signer et valider et signer un contrat, combien de temps avec les outils on met aujourd'hui. Donc, on va avoir ces indicateurs-là qui vont permettre de démontrer aussi le bien fondé de la fonction. Si on a cette capacité effectivement à démontrer ce fameux ROI, ça va être en fait un cercle vertueux. On aura de plus en plus de monde, de plus en plus de directions juridiques qui auront cette fonction. Et puis vous savez très bien le phénomène de mimétisme opérant, et on va se dire en fait maintenant qui n'a pas son LegalOps? Voilà, qui n'a pas son LegalOps? Ce sera la phrase de 2022, c'est ça? On en reparle dans 5 ans. Dans 5 ans, voilà, le 5 novembre 2026, on regardera et là, on s'apercevra que 100% du CAC 40 et que 100% du SBF 250 ont une fonction LegalOps ou équivalente. Rendez-vous déjà dans 2 ans et puis ensuite dans 5 ans, on fera un point. Fabienne, Jérôme, je vous remercie beaucoup pour votre confiance et le temps que vous avez accordé pour cet échange, et je vous souhaite une bonne continuation à tous les deux dans vos projets, et je vous dis à bientôt alors. Merci beaucoup à vous et puis à très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode. Pour poursuivre l'aventure de ce podcast, je vous remercie de partager sans modération. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez visiter mon site www.toutdroittoutsimple.com. Si vous avez une envie de partager votre expérience, votre vision du métier ou vos idées nouvelles sur les métiers du droit, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!